Alors, pour ceux qui me connaissent, réunir en une soirée la gastronomie et la lutte contre le cancer, c'est vraiment toute ma vie. C'est quelque chose de quasiment inespéré. J'aurais, je crois, beaucoup aimé être un chef. Malheureusement, je suis qu'un cancérologue. Alors, vous parlez de quoi? Vous avez parlé des enfants. Moi, j'ai commencé ma carrière comme interne en hématologie pédiatrique, justement les leucémies des enfants, et je m'occupais chez Jean Bernard de la salle où on hospitalisait les enfants de 0 à 4 ans, qui étaient naturellement tous atteints de leucémie extrêmement grave. Et je dois dire qu'au bout de 6 mois, j'ai décidé d'arrêter de traiter les enfants parce que c'est très difficile le soir en rentrant chez soi de retrouver l'énergie et l'espoir pour recommencer ça le lendemain. Les enfants, quand ils sont touchés par une maladie mortelle, ont cette particularité de ne pas craindre pour leur vie, mais d'avoir peur de faire de la peine à leurs parents. Alors, donc, ça fait 45 ans que je soigne le cancer de l'adulte, heureusement, et que j'ai vu les choses progresser d'une manière considérable. Et ce soir, s'il y avait un mot qui devrait être au centre de mon discours, c'est l'espoir. Vous avez parlé d'espoir. L'espoir, c'est très important parce que quand cette maladie vous touche, quand le diagnostic tombe sur vous, bien évidemment, vous n'êtes jamais préparé. Nous ne sommes jamais préparés. Rien ne me protège moi. La blouse blanche n'est pas une protection, donc on peut parler de nous et pas uniquement de vous. Quand ce diagnostic tombe sur nous, on n'est pas préparé, on ne sait pas ce que c'est qu'un cancer, on ne sait pas comment ça marche. On a peur des mots comme chimiothérapie, rayons. C'est généralement, pour la plupart des malades, l'évocation même de ce simple mot de cancer signe déjà un arrêt de mort. Et tout le travail du cancérologue, c'est bien sûr d'amener auprès de ce patient ou de cette patiente, et ce soir on parle plus particulièrement du cancer du sein, mais d'amener tous les progrès de la médecine pour essayer de donner toutes ces chances à cette malade, toutes ces chances d'obtenir une rémission et d'obtenir une guérison et de sortir de cette maladie avec le minimum de séquelles pour être capable de retourner à une vie normale. La vie doit redevenir normale lorsque le cancer est parti. Mais en même temps, il faut pouvoir lui donner l'espoir pour effacer un petit peu cette angoisse insoutenable qu'apporte le mot même de cancer, de tumeur, où on a l'impression que ça convient de dire que justement vous allez mourir. Alors, dans les progrès, ils sont considérables et ils sont source d'un espoir comme je n'ai jamais rencontré pendant 45 ans de lutte quotidienne contre cette terrible maladie. J'ai vu sans doute mourir des milliers de patients pendant toutes ces années et jamais je n'ai vu de progrès aussi important, aussi disruptif que ceux que nous a amené la science au cours des 4-5 dernières années. Notamment à partir d'une nouvelle thérapeutique qu'on appelle l'immunothérapie. Pendant très très longtemps, moi je me rappelle quand j'étais jeune interne chez Georges Mathé à Villejuif, dans les années 70-80, on essayait déjà de stimuler le système immunitaire, c'est-à-dire les globules blancs, les anticorps que nous avons dans notre sang et qui nous défendent en permanence tous les jours, du matin au soir, contre les virus, les bactéries, tout ce qui nous agresse. Et on ne comprenait pas pourquoi ce fameux système immunitaire tellement puissant. Vous imaginez que nous avons plus de bactéries dans notre corps que de cellules humaines dans notre corps. Et pourtant, ces bactéries, nous les contrôlons grâce à ce système immunitaire. Nous arrivons à guérir de toutes ces infections, la grippe, tout ce que vous voulez, parce que nous avons un système immunitaire qui nous défend contre tout ce qui nous agresse. Pourquoi ce système immunitaire n'est pas capable de nous défendre dès lors que cette agression n'est pas due à un virus ou une bactérie, mais est due à une cellule de notre corps qui est devenue cancéreuse et qui, malheureusement, pour se développer, pour se nourrir, finit par nous tuer. Et on essayait de se dire, mais il faut stimuler ce système immunitaire, ça aidera la chimio, ça aidera les rayons. Et je me souviens, jeune interne, on scarifiait sur tout le dos, sur tout le ventre, sur tous les bras et les jambes, on scarifiait avec une espèce de lame gilette, on scarifiait les malades, ces pauvres malades, en leur mettant du BCG, parce que c'était le seul immunostimulant que nous possédions à cette époque. Alors ça faisait des suppurations terribles et ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que en fait, le système immunitaire, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et au cours de ces 30 dernières années, on a fini par comprendre comment il fonctionnait. En fait, il faut bien comprendre que lorsque dans votre organisme, vous réagissez contre une infection, vous allez produire des anticorps, c'est ce qui permet de faire ce qu'on appelle une sérologie. Vous avez les anticorps qui prouvent que vous avez eu la rougeole, la rubéole, la toxoplasmose. Vous réagissez, mais heureusement, une fois que vous avez détruit la toxoplasmose ou la rubéole, ou n'importe quelle grippe, eh bien, votre réaction immunitaire, votre réaction de défense, elle s'éteint. Parce que sinon, notre corps serait bourré d'anticorps et de globules blancs en permanence. Eh bien, le problème, c'est quand vous stimulez le système immunitaire, vous stimulez aussi bien
les globules blancs, les anticorps qui sont là pour faire du bien, pour tuer, pour s'activer, pour être de véritables soldats, et vous activez en même temps ceux qui calment la réaction immunitaire, ceux qui l'annulent, ceux qui la contrôlent, et à la fin, finalement, vous avez un résultat nul. Alors heureusement, on a fini par trouver le mécanisme qui allait nous permettre d'apporter au lit du malade ces raisons fantastiques d'espérer. En fait, quand on regarde des cellules cancéreuses au microscope, on s'aperçoit dans une tumeur, dans un cancer qu'on a prélevé, on s'aperçoit qu'autour des cellules cancéreuses, il y a des tas de globules blancs qui viennent pour les attaquer, ces cellules cancéreuses. Mais au lieu de les attaquer, ils sont là, à côté, mais ils dorment. Et on a mis très longtemps, mais il y a 4-5 ans, on a compris pourquoi ces globules blancs qui sont là pour tuer la cellule cancéreuse, à côté de la cellule cancéreuse, finissent par s'endormir. C'est parce que dans son intelligence infinie, n'oubliez pas que la cellule cancéreuse, c'est vous en mieux que vous. Elle a le même patrimoine génétique qu'une cellule humaine, donc elle a la même intelligence qu'une cellule humaine, mais les conditions de sa vie qui sont en permanence dans la lutte pour survivre, etc., font qu'elle est encore plus intelligente que n'importe laquelle de vos cellules. Et dans cette infinie intelligence, la cellule cancéreuse, elle a fini par être capable de fabriquer un somnifère qu'elle crache sur la figure des globules blancs lorsqu'ils s'approchent, et le globule blanc qui vient pour attaquer finit par s'endormir. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fabriqué des anti-somnifères. C'est ce qu'on appelle les anti-PDL1, c'est ce dont on parle à la télévision depuis des mois, etc., depuis 2-3 ans maintenant. Et il ne s'agit plus là de chimiothérapie, donc l'objectif de ces médicaments n'est plus de tuer les cellules dans votre corps, d'où les dégâts quand même assez considérables liés à l'utilisation des médicaments de chimiothérapie. D'ailleurs, je vous signale que depuis 20 ans, l'industrie pharmaceutique mondiale n'a pas mis au point un seul nouveau médicament de chimiothérapie. C'est fini la chimio. Un jour, vous la verrez disparaître, et avec elle, toutes les souffrances qu'elle a pu induire auprès de tellement de gens que nous avons connus. Mais donc, aujourd'hui, cette industrie pharmaceutique, elle a fabriqué des anti-somnifères. Et donc, quand vous injectez ces anti-somnifères, les globules blancs voient la cellule cancéreuse, s'approche pour l'attaquer. La cellule cancéreuse, n'ayant pas vu le piège, crache à la figure des somnifères pour endormir les globules blancs, mais le globule blanc, il s'en fout, parce qu'il est recouvert d'un anti-somnifère, il continue d'arriver et il massacre les cellules cancéreuses. C'est l'immunothérapie. Ça fait bien. Mon service à la Salpêtrière, que je viens de quitter, je l'ai laissé à mon adjoint, qui l'attendait avec beaucoup d'impatience. Et bien sûr, nous avons largement participé à l'étude de ces nouveaux médicaments. Voilà, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait pas il fallait qu'à chaque moment de notre vie, on puisse soit avoir une émotion, soit apprendre quelque chose pour que ce moment de notre vie ait un sens particulier. J'espère vous avoir un peu appris comment fonctionnait l'immunothérapie. Je vais peut-être encore vous garder 3 minutes parce que délicieux journaliste qui m'a interviewé il y a quelques minutes m'a dit qu'elle adorait une autre histoire que je lui ai racontée, que je vais vous la raconter. Je viens de sortir un livre il y a quelques mois qui s'appelle Enquête Vérité, où en fait je parle des liens entre le stress, le chagrin, la tristesse et le risque de développer un cancer, ou chez les gens qui ont un cancer, le risque d'avoir une récidive du cancer. Alors, je dis bien dans ce livre que toute ma vie durant, j'ai nié l'existence de ce lien à la télé, à la radio, dans tous mes livres. Pourquoi? Parce que étant professeur de cancérologie à l'université Pierre et Marie Curie, professeur de cancérologie au MD Anderson à Houston, je me devais de ne parler que de choses prouvées scientifiquement pour me distinguer de tous les charlatans qui tous les jours racontent n'importe quoi sur les médias par rapport au cancer et qui donnent de faux espoirs. Or, on n'avait jamais prouvé scientifiquement le lien entre stress, tristesse et cancer. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la preuve scientifique? C'est de démontrer qu'une cause va produire un effet, que cet effet est dû à la cause. C'est Claude Bernard qui l'a défini à la fin du 19e siècle. Mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas prouver scientifiquement. Par exemple, si je vous demande, est-ce que le parachute sauve les gens qui tombent d'un avion? Bien sûr, vous en avez tous l'intuition, ça nous semble évident. Mais est-ce que vous pouvez le prouver scientifiquement? Est-ce que ça n'a jamais été prouvé scientifiquement? Non. Pourquoi? Parce que pour le prouver, il faudrait prendre 20 types, 10 avec un parachute, 10 sans parachute, pousser tout le monde de l'avion et voir combien il y a de survivants dans chacun des deux groupes. Et là, on pourrait dire, tiens, effectivement, ceux qui avaient le parachute ont plus souvent survécu que ceux qui n'en avaient pas. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas prendre 2000 femmes, chacune ayant un petit enfant d'1 ou 2 ans, et tuer l'enfant devant elle sur 1000 d'entre elles, et voir si ces 1000 femmes qui ont subi un des stress les plus inimaginables vont développer dans les 20 ans qui suivent plus de cancer que les deuxièmes 1000 femmes qui ont pu continuer à vivre avec leur enfant. Donc on ne peut pas prouver scientifiquement ce lien. Mais pour autant, il existe. Et les preuves dans les études sont considérables. Les survivants de la Shoah, les survivants, les soldats de la guerre de Corée, enfin, toutes les veuves qui n'ont personne à qui parler, etc. Alors,
Vous allez dire, mais enfin, on est tous soumis à du stress et de la tristesse. On va tous avoir un cancer. Non, je vous rassure, il n'y a qu'un homme sur 2 et une femme sur 3 qui développe un cancer enfant. Donc il y en a qui l'évitent. Pourtant, ils ont du stress ou de la tristesse. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, ce n'est pas le stress ou la tristesse, c'est quand le stress, vous n'arrivez plus à le gérer. Ce que les anglo-saxons appellent to cope. Quand ça devient trop important. Qu'est-ce que c'est la tristesse que vous n'arrivez plus à gérer? C'est quand elle se transforme en désespoir. Et que ce soit dans l'un ou l'autre cas, quand vous vous réveillez un matin, que vous vous dites « j'y arriverai plus ». Finalement, je préfère mourir, c'est trop de souffrance et je ne vois pas la fin du problème. Et c'est à ce moment-là que le cancer vient vous tuer. Comme une réponse, comme une solution à cette demande de votre corps. Alors pourquoi ça? Ben pour une raison très simple qui tient à l'évolution de l'humanité. Depuis les grands singes, depuis le début de l'existence des êtres humains, l'homme a toujours été une proie. Il a été une proie pour les animaux sauvages, il a été une proie surtout pour les autres hommes beaucoup plus violents que lui. Alors pour survivre à son histoire, l'homme a développé un mécanisme qu'encore une fois les anglo-saxons ont parfaitement identifié avec 2 mots simples. Ce mécanisme s'appelle to fight or flight. En fait, quand vous avez un stress énorme, vous avez 2 solutions. Un lion qui vous tombe dessus, soit vous courez et vous échappez, to fly, soit vous vous préparez à vous battre, to fight. Il n'y a pas 3 solutions. Tant que vous arrivez à faire l'une ou l'autre, votre organisme supporte le stress. Et ça a été très bien démontré par un chercheur qui s'appelle Laborie, dans les années 70, ça a été mis dans un film qui s'appelle Mon oncle d'Amérique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des rats, il leur a fait 3 expériences. Dans la première expérience, il prend un rat seul dans une cage avec une passerelle qui mène à une deuxième cage. Chaque fois qu'il met l'électricité dans le sol de la première, le rat s'enfuit, va dans la deuxième. Il met l'électricité dans la deuxième, le rat s'enfuit et retourne à la première. À la fin de l'expérience, le rat il est crevé, mais il n'a pas de cancer. Dans la deuxième partie, il prend 2 rats, il les met dans une même cage, il n'y a pas de passerelle. Chaque fois qu'il met l'électricité sur le sol, les 2 rats s'entretuent, se battent, se déchirent, etc. À la fin de l'expérience, ils sont très fatigués les rats, mais ils n'ont toujours pas de cancer. Dans la dernière partie de l'expérience, il prend un rat seul, il le met dans une cage où il n'y a pas de passerelle et il n'y a pas d'autres rats. Chaque fois qu'il met l'électricité, le rat ne peut ni se battre, ni s'enfuir. Ces rats finissent par développer des cancers. D'où l'importance, à la fois chez ceux qui ont un cancer, chez ceux qui l'ont eu, et pour nous tous qui n'en avons pas encore, de gérer son stress par des tas de stratégies, qu'il s'agisse de la méditation, de la sophrologie, du yoga, ou simplement de l'amitié, du bonheur, comme nous avons dans notre club avec Christian, que je remercie, et Dominique de m'héberger pendant ce court séjour à Saint-Tropez. L'amitié, le bonheur. Moi je médite en mangeant, en fait, essentiellement. Et je ne sais pas si je dois remercier tous mes copains chers, parce que je leur dois un certain nombre de kilos. Enfin voilà, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs ce soir. Vous n'êtes pas venus juste pour le bling-bling, comme ils ont dit, comme dit Evelyne. Et je vous remercie à tous, soyez généreux. L'argent va à la recherche sur le cancer et au soutien des malades atteints de cancer au travers d'un institut qui m'est très cher, qui s'appelle l'Institut Raphaël, qui est un institut que nous avons créé avec mon ami Alain Toledano pour apporter des soins de support, apporter du réconfort, apporter tout ce qui peut aider à mieux traverser la maladie. Merci à Esther pour toute cette gentillesse, ce gentil sourire. Et merci à vous tous. Passez une bonne soirée.